Et justement, en réfléchissant à ce prologue, comme vous dites, je remarquais que dans beaucoup de spectacles d'Éric Lacascade, si c'était Gorky, si c'était d'autres pièces, il y a toujours une scène de fête qui est très importante. La scène de fête, je dirais presque la dramaturgie de fête. Je pensais à Tchekhov quand il disait que les gens dînent, ils dînent seulement, mais en ce moment, leur vie se brise. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, il y a quelque chose dans cette notion de fête. Il y a toujours cette grande fête on a l'impression que c'est joyeux, c'est magnifique, c'est délirant. C'est une fête délirante. Mais en même temps, c'est là qu'on voit que derrière, en même temps, leur destin se brise. Oui. Et c'est tragique. C'est un peu les choses. Moi, j'ai du Nord avec les grandes fêtes du carnaval, et c'est toujours la violence derrière. C'est toujours une chose ambiguë. La mort est là, et en même temps le plaisir est là, la boisson, on mange. Et puis c'est les fêtes de famille, non, aussi, où tout, voilà, on fait tout pour que tout aille bien, mais on sait qu'à l'intérieur, il y a les problèmes entre les uns, entre les autres, d'héritage ou de conflits, entre les différents cousins, les enfants, ou alors c'est la vie, non, qui est comme une fête et en fait c'est tragique. En même temps, vous rapprochez toujours les personnages de Tchekhov de nous, vraiment, d'aujourd'hui. Par exemple, je me rappelle très bien le début de votre Ivanov, que j'ai vu dans les années 90, à la fin des années 90, et c'est le début qui m'a fait sursauter presque, parce que c'était une chanson de Harrison. Oui, My Sweet Lord. Et donc, et en même temps, c'était fort. C'était fort, ça nous a plongé tout de suite dans l'univers de ces gens-là. Et donc, pour l'oncle Vania, vous avez choisi ce début avec la chanson Bye Bye Love, chanson américaine des années 50, très connue, alors qui est répétée 3 fois. C'est quelque chose qui est créé pour causer l'attention au spectateur. L'attention et la tension. Et qui est le répétitif. Il y a quelque chose à voir avec Tchekhov sur le répétitif, sur l'ennui. Mais l'ennui n'est pas triste, non, il n'est pas... Et on est très actif quand on s'ennuie. On fait plein de choses, on met des disques, on écoute, on fume de la cigarette, on lit, on arrête. Ça, c'est l'ennui. C'est très actif, c'est très joyeux, l'ennui. Le faire morose, qui ne bouge pas, c'est cliché, non? Et donc moi, mon travail, il est de rendre l'ennui vivant aujourd'hui, parce que je ne vais pas monter Tchekhov comme en 1920, ou 1890. Et moi, je trouve qu'il est très vivant, Tchekhov. Il est très vivant. Et il parle aussi, il y a des jeunes gens viennent me voir de 20 ans qui sont touchés par la pièce, qui sont émus, des gens qui pleurent ou qui rient très fort pendant le spectacle. Donc c'est quelque chose qui parle, un auteur qui parle beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui à l'humain. C'est en ça qu'il est génie. Il y a une autre particularité de votre spectacle. Vous avez mis sur le devant de la scène, si je peux dire, Elena. Elena, elle a une dimension toute particulière dans votre mise en scène. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter comment vous voyez cette Elena mystérieuse? Oui, je pense que les gens en font quelque chose de mystérieux autour d'elle, les hommes. Moi, j'ai connu des femmes comme ça, qui étaient comme des fantasmes pour les hommes. On le disait sexuellement étrange, on disait un peu d'animalité, on disait lymphatique, on disait sensuelle. Mais elles, quand on leur parlait, non. C'est l'image des hommes, le désir des hommes plaqués sur elle, comme de dire cette fille, elle est à 2h du matin dans la rue, Moscou, près du centre, elle a une mini-jupe, alors elle est provocante. Non, juste elle met une mini-jupe, c'est l'homme qui la voit comme provocante. Et là, Elena, tous les hommes parlent d'elle. Et moi, je me suis dit, cette fille, elle est plutôt en crise d'identité. Elle est mariée à cet homme qu'elle a aimé, mais que là, visiblement, elle aime moins. Elle est attirée par Astrov, elle est à un âge de la vie où elle se demande ce qu'elle va faire, si elle a eu raison, elle est dans cet univers de Vania, autour d'elle, elle est draguée par un vieil adolescent alcoolique, non? C'est pas extraordinaire, c'est un peu triste, quoi.
Et, et que ça lui pose alors d'essayer pas de comprendre, mais de donner sa chance à cette fille d'être dans une crise identitaire et de questions qu'elle se pose à travers les gens ou à travers sa belle-fille, quand elle a la scène à la fin de l'acte 2 où elle veut parler avec sa belle-fille, parce que personne ne l'écoute, cette femme. À chaque fois, Serebriakov ne l'écoute pas. Le seul qui l'écoute, c'est Vania, le vieil adolescent alcoolique. Et là, elle peut parler, et on sent que dès qu'elle est écoutée, elle prend de l'importance. Mais beaucoup de femmes ne sont pas écoutées. Beaucoup de femmes, on ne les laisse pas parler. Qu'est-ce qui se passe si on lui laisse une chance, si on la laisse parler? Qu'est-ce qu'elle dit? Essayons d'écouter ce qu'elle dit. Une autre particularité de votre spectacle, c'est les scènes du groupe. Je l'ai appelé comme ça, les scènes du groupe. Cela veut dire que là, presque toutes les scènes, peut-être à part l'explication entre Astrophe et Elena, se passent avec la présence des autres personnages qui sont quelque part, où ils sont tous ensemble, qui se tiennent comme un groupe, Oui. Groupe d'acteurs, ils sont tout le temps où ils défilent, mais ils sont tout le temps présents. Beaucoup, oui. À part dans des scènes où c'est vraiment intime. Mais autrement, oui, le groupe, il est comme le regard du spectateur. Le spectateur regarde le groupe et le groupe regarde l'action principale. Il est comme un renforcement, mais ça, c'est technique de mise en scène, c'est... C'est pas intimiste, hein, c'est pas intimiste. Ça Non. veut dire comme si la tragédie se passait sur la place publique. C'est vrai. Le théâtre se passe sur la place publique. Notre travail, c'est de dévoiler l'intime. Donc je dévoile l'intime encore de manière plus forte quand il y a des doubles regards ou triples regards qui viennent sur le plateau. J'aime ça, oui. Ça fait partie de mon vocabulaire, de mon langage. Sur la dernière scène, c'est très intéressant, nous sommes sur le plateau que je voudrais montrer, parce qu'il y a ici ces lampes suspendues Oui. qui jouent un rôle. Cette scénographie, Oui, donc, des lampes qui il joue un rôle important dans le spectacle. Et à la fin, donc, c'est plein de lumière, il y a beaucoup de lumière sur la salle. On entend les paroles de Sonia, mais on ne les entend pas entier. parce qu'ils sont étouffés par le bandoneon de Vania. Alain Deyer qui joue du bandoneon. Oui, pour moi, j'ai voulu choisir entre... soit c'était elle qui était très présente avec le monologue, soit c'était lui. Et je voulais trouver une trajectoire à égalité. Et elle a un texte magnifique. Donc j'ai fait combat entre le texte magnifique de Sonia, qui dit là, on continuera, on va vivre, comme une espèce comme ça aussi de révélation, hein, un peu extatique au dernier moment de la pièce, parce qu'elle a comme la foi, hein, elle a comme la révélation que plus tard, dans l'au-delà, auprès des anges, elle portera un regard sur la terre et que ce regard sera à la fois apaisé sur une terre aussi apaisée. Et de l'autre côté, je voulais qu'il y ait une contradiction à ça, amenée par Vania, donc qui joue la musique pour ne pas entendre la parole de Sonia. Et donc on entend beaucoup la musique et qui finit dans un déchirement et un cri de Vania. Donc je suis resté sur Oncle Vania, la pièce s'appelant Oncle Vania. J'ai voulu jusqu'au dernier moment tirer le fil de Vania, mais Sonia est voilà comme une autre ligne transgressive de Vania qui porte l'espoir. Mais de l'autre côté, il y a le désespoir et j'ai voulu les deux à égalité. Oui, c'est quand donc la pièce se joue entre deux pôles, donc la scène Oui. de fête, le paradis perdu, Oui, ensuite, et vraiment on arrive en désespoir, quand oui, même, c'est ça. le plus noir. Oui. Et tout le temps, On vraiment, fait tout on est entre brisé. désespoir, espoir, désespoir, espoir. Et donc même jusqu'à la fin, mais voilà, la vie est difficile. On est habitué aussi que vous montez sur le plateau et votre présence, votre regard est très important pour la dramaturgie du plateau, pour la dramaturgie de vos spectacles. Et vous n'êtes pas là Non, non. pour Oncle Vania. Vous n'avez pas trouvé pour vous... Si, j'aurais pu. Ou c'est mais tout, c'est tout le monde qui vous... Comment Vous n'avez Tout le pas monde. trouvé un personnage pour vous, ou c'est tous les personnages qui sont quelque part à vous-même? Si, tous les personnages, bien sûr, sont moi. Après, j'aurais beaucoup aimé jouer Astrophe, mais j'ai voulu regarder les acteurs que j'aime voir travailler, que j'aime faire travailler,
Mon métier premier, c'est vraiment la direction de l'acteur et puis jouer comme un plaisir pour moi. Donc là, j'ai voulu me concentrer pour vraiment faire... En plus, comme c'était une adaptation particulière, qui était un peu risquée, j'ai voulu me concentrer sur la dramaturgie, la mise en scène et pas jouer un rôle important. Parce que le seul rôle que j'aurais pu jouer, c'est Astrophe. Pour assumer jusqu'au bout. Et la pièce, c'est ce que je suis. Et vous travaillez depuis des années avec le même groupe d'acteurs, Oui. pratiquement. Oui. Donc d'un spectacle à un autre, c'est pratiquement les mêmes acteurs. Oui, c'est fidélité dans le travail parce que ça permet de mieux se connaître, de plus travailler, d'être plus exigeant. Si on parle d'autres auteurs russes, c'est évidemment les deux pièces de Gorky, qui est très rarement jouée en France, c'est les Estivants et les Barbares. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers? Est-ce qu'il a pour vous il a une certaine affinité avec le monde de Tchekhov? Oui, ce qui m'a attiré dans Gorky, c'est Tchekhov. C'est un peu la réponse du fils, non, au père. Un théâtre d'action, un théâtre engagé politiquement, un théâtre plus cruel, plus direct, plus méchant dans la langue, moins propre, moins bien construit. Et on sait comment Tchekhov a amené Gorky au théâtre, à Moscou, et comment Gorky était très admiratif de Tchekhov, tout en lui... Alors je me disais, après avoir monté Tchekhov, oui, il faut que je rentre en conversation avec le fils qui est Gorky, et ça m'a beaucoup intéressé, vraiment. Mais c'est différent, tout en gardant ce qu'on... Après, je ne sais pas si en Russie on parle de l'âme slave, ou si on parle de certains excès, ou si on parle de l'alcool, ou s'il y a quelque chose à travers les vodkas ou à travers la grandeur d'âme qui de Tchekhov à Gorky reste. Après, c'est deux auteurs très différents et c'est une période politique surtout différente. Un monde qui se termine avec Tchekhov, un monde qui démarre avec Gorky. Un pur poète, même s'il traverse des conditions et qu'il observe la misère. Et de l'autre côté, un poète, oui, mais un activiste politique qui fait les tracts, non, qui va en prison, qui fait le journal. Donc c'est deux univers, deux mondes, deux situations politiques très différentes, mais l'une suit l'autre en proximité. Donc l'étude est intéressante. Et à cette époque-là, à Moscou, il y a quand même l'arrivée de toute une classe de mise en scène, de pensée de l'art futuriste. Après, il y a les Mayorol, il y a les... Donc c'est une chose très bouillonnante pour le théâtre, cette époque, avec les auteurs qui sont Tchekhov, Gorky, et pour la mise en scène, c'est comme le début de la réflexion sur la mise en scène contemporaine qu'on continue aujourd'hui. Les Grecs, c'est le théâtre et la politique. Les Russes, à cette époque, c'est vraiment le laboratoire de mise en scène et théâtre d'art de Moscou. Aujourd'hui, quand on dit on fait le bon théâtre, on dit théâtre d'art. On continue à employer cette expression. Donc, à cette époque-là, il y a quelque chose comme une naissance, une source, que moi, je vais étudier, moi. Parce que ça m'intéresse d'étudier des choses à la source. Et c'est pour ça que j'ai été étudié auprès de Grotowski pour étudier les choses à la source. Si on était 60 ans avant, j'aurais étudié près de Stanislavski ou Mayorol. Est-ce que vous aimeriez bien travailler avec les acteurs russes sur une des pièces de Tchekhov? Même si moi, personnellement, je trouve que dans vos spectacles, justement, il n'y a rien de cette couleur soi-disant russe, comme on aimait avant souligner dans les pièces de Tchekhov, parce que justement, c'est une pièce existentielle. Comme elle est existentielle, le texte d'Hamlet, on n'a pas besoin d'être danois anglais pour le jouer. Bien sûr, bien sûr. Mais mis à part ça, j'aimerais d'abord beaucoup jouer ces spectacles-là en Russie. Je trouve que ce serait très intéressant de confronter le public russe, les critiques, les acteurs, avec ce Tchekhov-là, par exemple. Ce serait vraiment pour moi une expérience, voire même plusieurs Tchekhov que j'ai montés,
où j'avais eu l'hommage très agréable de l'ambassadeur de Russie en France pour le travail sur Tchekhov. Et j'aimerais que ça se prolonge, même si j'ai déjà joué à Moscou. Mais c'est vraiment Tchekhov à Moscou, j'ai jamais joué. Et ça, vraiment, c'est important pour moi. Après, travailler avec des artistes russes, bien sûr, ce sont des grands artistes en général. L'école de théâtre est importante. Mais comme vous avez raison, certainement pas pour monter Tchekhov, peut-être une œuvre française ou Shakespeare. Je pense que c'est des acteurs aussi très bons pour monter Shakespeare. Ou une œuvre contemporaine, mais oui, j'ai des amis qui travaillent là-bas, comme David Bobé, qui travaille avec le studio du théâtre d'art. Qui sont des très très bons acteurs. Et David me disait, oui, il faut travailler là-bas. Alors pourquoi pas, mais d'abord être, même si on me connaît dans les journaux, mais d'abord voir le public regarder ces Tchekhov-là et parler avec moi. Et après, oui, peut-être travailler là-bas. Y rester, y habiter comme Gérard Depardieu, non? Quelle bonne idée. Mais je voudrais ajouter juste une petite remarque. Vous avez parlé tout à l'heure, donc vous êtes arrivé vers Gorky après Tchekhov, parce que pour vous, il a cette affinité d'un père à un fils. Et moi, en regardant votre Platonov, je pensais très fort à Dostoïevski. Et je pense toujours, c'est pour quand Dostoïevski? Alors, je ne sais pas, je me pose beaucoup la question, parce que j'ai lu plusieurs fois, vous imaginez, plusieurs fois, et tous les romans. Et je ne sais pas si j'ai assez la foi pour monter Dostoïevski. Oui, c'est une bonne réponse. Pour terminer, j'ai besoin de rappeler que votre Platonov monté sur la scène du Palais de Pape, c'est une référence absolue dans le domaine de la mise en scène de Tchekhov. Et tout simplement, quand on veut parler d'un spectacle qui était un choc, une réussite, un événement au Palais de Pape, on parle de Platonov. Peut-être il y a un autre spectacle absolu comme ça, c'était Le Soleil de Satin d'Antoine Vitesse. Après, je crois que pour les metteurs en scène en France, la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est un événement important. Donc je suis quelqu'un de très sérieux et je ne vous dirai pas que j'ai été traversé par le génie. Non, j'ai travaillé. J'ai vraiment travaillé. Oui, le Palais de Pape, c'est un défi, au fait, c'est un défi. Oui, donc il faut travailler. Donc j'ai travaillé sur le texte, beaucoup, qui est monstrueux, qui est énorme. J'ai travaillé sur l'espace, j'ai fait des répétitions dans un espace en plein air, et pas à l'intérieur d'un théâtre comme ici. J'ai mis les comédiens en condition. Ils ont travaillé la nuit, ils ont travaillé dans le froid, ils ont travaillé comme un entraînement de footballeurs pour la Coupe du Monde. Ils étaient des guerriers sur le... Après, j'ai eu une forte empathie avec le personnage. J'ai voulu raconter à la fois une histoire proche à moi, et j'ai voulu servir le poète, et j'ai voulu servir la cour d'honneur. Donc c'est vrai que pour la première fois, j'ai utilisé les fenêtres, par exemple. Personne n'avait pensé à utiliser les fenêtres. Donc on a beaucoup parlé de ce spectacle dans la cour d'honneur, parce qu'il y avait aussi le grand feu d'artifice. Il y avait une utilisation de l'espace qui était un peu comme ça dans le son, dans la lumière, dans le jeu des acteurs, très magique. Mais le spectacle était meilleur en tournée. Quand j'ai repris le spectacle et qu'il a été travaillé dans la proximité du public, sans tous les artifices de la cour d'honneur, le propos dramaturgique est devenu aussi plus fort que dans la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'était la magie. Mais quand la magie est partie et qu'on est retourné dans les salles de théâtre pour une centaine de représentations, j'ai trouvé le spectacle beaucoup plus intéressant. Alors, à revoir. D'un point de vue de mise en scène. Alors, vous allez à revoir, peut-être. Il devait être revu et il avait été programmé au Festival d'Avignon l'année suivante. Et en fait, on a participé du mouvement des intermittents qui a décidé l'annulation du festival, que je ne regrette pas, mais on devait jouer pour la première fois dans l'histoire du Festival d'Avignon et de la Cour d'honneur le même spectacle une année sur l'autre. Et le spectacle, la première année de la création en 2002, faisait 3h30, et quand on l'avait repris, parce qu'on a répété dans la cour d'honneur, il faisait 2h30. Il avait perdu 1 heure. Donc vous auriez vu encore un autre Platonov, et ici. Et voilà. Ah, ça, c'est un grand regret de ma vie de ne pas voir cette deuxième version. Peut-être un jour. Peut-être un jour, à Moscou. À Moscou, pourquoi pas. Ben, merci beaucoup. Merci.